Thierry Courset, bonjour. Eh bien, on est aujourd'hui sur la très belle ville de Pau où on est en train de regarder un petit peu l'évolution de cette ville, les différentes étapes de la construction de Pau. Pau est un acteur majeur dans le domaine du numérique sur le territoire national. Aujourd'hui, on va parler un peu plus spécifiquement de la démarche du quartier Saragosse, puisqu'on est dans le cadre d'une rénovation du quartier Saragosse, une rénovation urbaine, mais sur lequel justement votre service, alors vous allez nous expliquer un peu qui vous êtes et votre service, s'est impliqué et s'est investi sur la gestion de ce quartier sur le plan numérique. Alors, qui êtes-vous? Bonjour Alain. Alors, moi-même, je suis Thierry Courset, je suis directeur du numérique. Donc, directeur du numérique, c'est un petit peu la transformation de ce qu'on appelait avant les DSI. Et c'est une transformation qui n'a pas que le nom, puisque aujourd'hui, véritablement, on se transforme pour accompagner. On est des accompagnateurs des usages numériques. Et donc, on a une énorme transformation pour justement bien accompagner les métiers sur ce que sera la ville, le territoire de demain, ce qu'on appelle la ville intelligente. Alors ce quartier Saragosse, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un quartier qui va avoir des transformations continues, permanentes, pendant à peu près une dizaine d'années, de façon à le rénover entièrement. Et en même temps, on arrive aux prémices de ce que j'appelais la ville intelligente, et on s'est dit que ce sera une bonne idée d'en faire un quartier laboratoire, puisque la démarche de la direction du numérique, aujourd'hui, c'est beaucoup travailler sur ce qu'on appelle les pilotes, les POC, c'est Proof of Concept, c'est-à-dire qu'avant de passer à l'échelle, on veut démontrer déjà les choses à petite échelle. Donc déjà, réaliser des choses au niveau d'un quartier, c'est absolument essentiel. Donc nous, dans ce projet-là, on intervient bien sûr en tant que fournisseur de technologies pour accompagner les usages urbains dans un contexte vie intelligente, mais on est aussi un accompagnateur organisationnel. Parce que historiquement, ce qu'on voit, c'est que les réponses des territoires à différents métiers, l'éclairage, le traitement des déchets, la propreté, l'urbanisme, ce qu'on veut, se font en silo. Tout ça aussi dans les entreprises. Or, la ville intelligente doit être pensée en transversalité. Et ça, c'est un enjeu majeur. Donc, ce qu'on veut d'abord démontrer à travers ce pilote, c'est qu'on doit, dès le départ, instaurer des niveaux d'usage qui vont utiliser le même réseau informatique, le même système de collecte et de stockage des données, pour arriver sur une logique d'hypervision urbaine, et qu'on va travailler le sujet avec l'ensemble des métiers en même temps. D'accord. C'est ce qui est assez intéressant, puisque je crois qu'on a bien tous compris dans ces univers que la Smart City, où c'était des moyens, on passe vers les usages. C'est vrai qu'on a une approche un peu plus forte aujourd'hui où tout le monde parle de ville intelligente. Mais la ville intelligente, c'est véritablement de pouvoir vivre mieux ensemble dans une ville. Donc ça touche tous les domaines, ça touche tous les services. En fait, on a mis en place une organisation qui fait que chez nous, alors ça s'appelle les chefs de projet digitaux, on a véritablement des gens, ils sont 7, qui ont un pied dans les métiers. Voilà, donc ils ont un portefeuille de direction, ils ont un pied dans les métiers, et évidemment, on recentre la vision au niveau de la direction numérique pour avoir une vision globale. En fait, on vient répondre à la problématique la propreté urbaine ne voit pas ce qui se passe à l'habitat, qui ne voit pas ce qui se passe aux délégo, qui ne voit pas ce qui se passe à l'éclairage, etc. Et finalement, nous, on vient reconstruire une vue transversale sur une organisation qui est plutôt en verticalité, en silo. Voilà, donc ça permet, ça nous permet d'amener des réponses globales. D'accord. Voilà. Donc l'intérêt aussi, c'est bien évidemment le bénéficiaire étant le citoyen, puisque le citoyen, bien, il se déplace, il a la propreté, il a la mobilité. Donc tous ces services, il est aussi un générateur. Donc tous ces éléments sont des générateurs de données, de positionnement. Alors comment va se positionner une collectivité par rapport à un grand groupe qui va apporter un outil de supervision? Comment vous allez intégrer ce que tu appelais toi l'interopérabilité? Alors ça, c'est un sujet qui me paraît plus qu'important. Oui, alors on voit aujourd'hui que, déjà, nous on considère que la donnée, c'est vraiment le minerai du système d'information. Donc si on veut produire une information de qualité, et aujourd'hui on parle carrément d'informatique prédictive, c'est-à-dire d'avoir des algorithmes qui soient capables de prédire des tendances, ce qui va se passer, il faut avoir une maîtrise sur la donnée. Et il faut avoir une maîtrise sur la donnée à différentes échelles. Il faut avoir une maîtrise sur la donnée parce qu'on a besoin de savoir où elle se trouve, pour la sécuriser. Il y a un règlement général pour la protection des données, vous parlez des usagers. Parce qu'on a besoin de l'échanger, cette donnée. L'interopérabilité,
c'est central parce que les données ont vocation à se propager Oui. dans le système d'information et entre systèmes d'information. Il y a des enjeux énormes. Échanger de la donnée avec les partenaires, Oui. soit publics ou privés, échanger de la donnée entre silos applicatifs, Oui. parce qu'on ne cassera pas les silos applicatifs du jour au lendemain. Oui. Donc il y a un enjeu d'interopérabilité qui est très très fort. Or, ce qu'on voit dans les modèles économiques aujourd'hui, souvent de certains éditeurs ou constructeurs, c'est qu'il y a une propriétarisation d'une donnée qui vous appartient. Donc Oui. nous, on a posé un postulat très fort dès le départ, c'est de dire on ne travaillera qu'avec des gens qui nous permettront d'avoir une maîtrise totale sur nos données. Donc l'intérêt aussi pour un service comme le vôtre, c'est d'avoir cette compétence métier, donc ça on l'a compris par silo, mais aussi forcément d'être un générateur d'innovation, un apporteur de solutions, ou tout le moins de propositions de solutions pour les différents services. Donc comment on arrive aujourd'hui, dans une collectivité de taille significative, à apporter ce qu'on peut appeler de la pédagogie pour permettre aux utilisateurs justement d'avoir une vision un peu différente sur leur métier? Alors de façon très pragmatique, chez nous ça prend deux formes. La première c'est la création d'une fonction marketing numérique. Oui. Qui a pour objectif, alors bien sûr de communiquer, d'accompagner globalement tout ce qui est changement, communication sur les projets, mais aussi qui a vocation à faire de la veille technologique. La veille technologique c'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que si on parle des métiers, donc ces mêmes métiers dont je parlais tout à l'heure, on se rend compte que lorsqu'on leur demande de réfléchir finalement sur leur digitalisation, ils ont tendance à reconstruire des solutions avec de l'informatique à 10 ans, 10-15 ans. Du coup, notre rôle, c'est vraiment de les mettre en confrontation, non seulement avec ce qui se fait aujourd'hui, mais surtout aussi avec ce qui va se faire demain, de façon à les amener dans des usages qui soient vraiment adaptés à la ville intelligente au monde de demain. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je disais qu'on est plus des accompagnateurs de la transformation numérique, parce qu'on a ce devoir finalement de mise en relation des métiers avec des nouvelles technologies. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième, c'est une mission accompagnement des usages, où là, on a vraiment des gens dédiés qui sont dédiés à l'accompagnement des directions, mais potentiellement des usagers aussi, sur l'utilisation des technologies. Et ça peut être de la formation, des vidéos. Voilà, c'est ce qu'on voyait un petit peu aussi. Enfin, j'ai vu une réalisation, notamment sur le quartier Saragosse, donc la modélisation en 3D avec des capteurs qui permettaient justement à l'utilisateur qui n'est pas forcément du métier de pouvoir s'approprier l'outil et de comprendre un petit peu comment fonctionne l'outil. Le quartier Saragosse va être en transformation pendant 10 ans. En 10 ans, c'est long. C'est long. Et l'usager aujourd'hui, il a un petit peu du mal à se projeter dans 10 ans. Et ce qu'il voit surtout au début, c'est beaucoup de travaux où on casse tout. Et ça, c'est plutôt anxiogène. Donc nous, l'idée, ça a été de modéliser le quartier, un grand quartier. Il y a plus de 70 bâtiments modélisés à l'intérieur, la totalité, en très haute définition, en réalité virtuelle. Et ce qui permet aujourd'hui à l'usager, grâce à des lunettes de réalité virtuelle, de se transposer, se projeter dans le quartier tel qu'il sera dans 10 ans. Il y a donc des grands chantiers qui sont lancés pour la ville de Pau, avec un accompagnement aussi, et on a bien pris la mesure de l'aspect accompagnement, pédagogie, un grand chantier. Merci beaucoup Thierry.